l'Université de Versailles, Saint-Quentin. Et j'ai eu un poste qui s'appelle un poste le cours, c'est-à-dire pour enseigner les sciences humaines et sociales aux scientifiques. Donc depuis mon premier poste, en fait, c'est un peu ma spécialité. Et j'enseigne aujourd'hui en partie à l'UFR de sciences et en partie à l'UFR de sciences de la santé, donc à Saint-Quentin. Et donc ça c'est ma première spécialité, on peut dire. Et j'ai par ailleurs donc une passion pour la médecine. C'est révélé un peu trop tard pour que je puisse envisager le redoutable concours. Mais du coup je me suis beaucoup intéressée à l'éthique médicale et en particulier à l'éthique clinique. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, puisque je suis aussi, c'est un peu la spécificité, donc c'est pour ça que vous allez voir, je centrerai mon exposé sur cela. C'est-à-dire l'éthique clinique, c'est l'éthique de la décision médicale singulière, au chevet du malade, comme on dit parfois. Qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut arrêter les traitements pour ce patient? Est-ce qu'il faut donner accès à cette femme à l'assistance médicale à la procréation? Très spécifiquement. Alors que la bioéthique concerne les débats sociétaux qui concernent ces pratiques, généralement parlant, l'accès à l'assistance médicale à la procréation, la loi sur les débats sur la fin de vie, qui sont après retranscrits dans une loi. Alors moi je travaille au centre d'éthique clinique, je suis chargée de mission à l'hôpital Cochin, à la PHP, pour travailler dans un centre d'éthique clinique où nous faisons de l'aide à la décision médicale en temps réel. C'est quelque chose, ce sont des consultations d'éthique clinique qu'on fait surtout dans d'autres pays que le nôtre en général. Et donc ce centre a été fondé en 2002 à la suite de la loi des droits des patients qui avait marqué en quelque sorte un moment fondamental dans l'approche de la médecine et de la pratique médicale. Et comme la loi des droits des patients le dit, c'est la place essentielle des patients dans le dispositif de santé. Donc nous sommes là aussi pour accompagner cette évolution. Donc j'en dirai un peu plus au cours de l'exposé, mais c'était pour dire que ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer l'aller-retour, on peut dire, entre la discussion de cas singuliers et le débat sociétal autour de ces mêmes questions, dans un aller-retour. Et donc l'importance de cet aller-retour pour des discussions éthiques, sociétales, qui ne sont donc pas purement abstraites, mais qui se nourrissent du terrain de cette façon assez particulière, donc de l'interaction entre éthique clinique, donc éthique dans la décision médicale singulière, à la bioéthique. Et je ferai aussi une référence au droit, puisque je vois qu'il y a beaucoup il y a deux interventions après moi sur le droit de la santé, et je ferai une réflexion sur la place respective de l'éthique et du droit, les relations complexes, pour montrer comment l'éthique finalement ne se réduit pas au droit, mais qu'il y a une interaction là aussi assez intéressante entre la discussion éthique et la transcription du débat sociétal dans les règles de droit. Donc c'est ça un peu ce sera ma contribution, et comme vous allez le voir, je vais aussi évoquer un cas, juste parce que ça va rendre la chose plus concrète, un des cas nombreux que nous avons pu voir, pour montrer comment ces cas peuvent contribuer, la réflexion autour de ces cas peut contribuer à la réflexion sociétale et par là même à l'évolution éventuelle des lois. Alors je m'excuse d'avance parce que je devrais partir après mon exposé, parce que j'avais d'autres engagements avant que Stefano m'invite, donc j'ai pu me libérer, mais je ne pourrais pas rester avec vous malheureusement, et donc écouter notamment mes collègues juristes, ça m'aurait intéressé mais j'espère qu'on va pouvoir interagir avant que je parte. Voilà, donc la médecine et la science, et les sciences, donc là j'ai mis juste deux pratiques médicales qui
sont redevables à des avancées scientifiques. C'est pas le cas de toutes les pratiques. Par exemple, tout le débat autour de la fin de vie ne relève pas trop des techniques pointues. On est dans un vieux débat, mais là, avec l'assistance médicale à la procréation, il y a eu effectivement une rupture assez importante qui a nécessité une évolution du droit, enfin une introduction déjà de règles de droit, une évolution éventuelle qui n'arrête pas d'être rediscutée et également qui est qui doit beaucoup aussi aux débats sociétaux, évidemment, sur ce qu'est la parentalité, la famille, etc. Donc on voit bien là dans ces thèmes cette interaction, la médecine prédictive et toute la génétique. C'est aussi quelque chose une partie de la médecine qui est très dépendante de la recherche fondamentale, mais aussi, et ça va être un peu ma question finale en fait, toutes ces nouvelles techniques, donc ces nouvelles avancées scientifiques comme l'édition du génome et avec les techniques de CRISPR et les embryons synthétiques et voilà, donc toutes les nouvelles techniques qui ne sont pas encore d'ailleurs traduites dans une pratique médicale, mais dont on s'interroge déjà pour savoir est-ce qu'elles sont acceptables ou non et à quelles conditions. Alors déjà, juste la nature de la médecine, c'est une science appliquée, déjà Aristote avait dit comme l'architecture par exemple, mais elle est très particulière, c'est-à-dire que la relation entre l'éthique et la médecine est plus étroite que celle qui existe entre d'autres sciences. L'éthique, on parle aussi d'éthique des sciences en général, éthique de la biologie, de la physique d'ailleurs, mais il y a quelque chose de particulier dans la médecine qui fait que cette relation est consubstantielle, on pourrait dire. Donc, dès le départ, d'ailleurs, on a une dimension éthique qui d'ailleurs est retranscrite dans le fameux serment d'Hippocrate, mais l'idée c'est qu'on pratique on s'appuie sur un savoir, mais on demande aux praticiens d'être dans une certaine relation, dans une certaine attitude. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette dimension n'a pas cessé d'évoluer avec le temps. Et là, j'avais des exemples, mais c'est pas comme si, par exemple, quand on cite le serment d'Hippocrate en disant c'est comme ça, on ne peut pas aller au-delà. C'est un peu une simplification, puisque le code de déontologie médicale n'a pas cessé de s'adapter au fur et à mesure aux évolutions du droit, aux évolutions sociétales. Donc, ce n'est pas inscrit dans le marbre, et ça évolue de façon continue en fait. Juste un petit exemple, donc dans le code de déontologie médicale jusqu'à très récemment, il était écrit qu'un médecin pouvait taire, donc il y a toute la question du consentement informé, de l'obligation d'information du patient, mais il était écrit dans le code de déontologie médicale que dans des cas très particuliers dans lesquels le médecin pouvait estimer en conscience qu'un pronostic grave ou un diagnostic pouvait nuire au patient, il pouvait le taire. Or, cette clause a disparu assez récemment du code de déontologie pour mettre le code de déontologie en accord, on peut dire, avec la loi Kouchner. Donc, on a estimé que c'était plus... Et, voilà, et ainsi de suite. Donc, ça, cette dimension éthique, elle est très importante, mais elle ne cesse d'évoluer avec le débat. Donc, ça, c'est très important. Alors, donc, de l'éthique clinique à la bioéthique et retour, c'est un peu le sujet, comme je vous ai annoncé, qui m'intéresse. Encore une fois, l'éthique clinique, c'est la décision singulière et le débat bioéthique, c'est le débat sociétal avec comme but, notamment les avis du CCNE, etc., d'une transcription, de l'établissement de règles sociétales et voire juridiques.
Alors, d'abord, qu'est-ce que l'éthique? Parce que là, ça peut paraître, c'est pas un cours de première année, mais je tiens à le faire parce qu'il y a dans beaucoup de mécompréhension, je pense, au niveau de ce qu'est l'éthique, et pas seulement de mécompréhension, mais aussi des débats à ce sujet. Et moi, je me situe dans une, comment dire, j'ai une position particulière, je défends une position particulière qui n'est pas celle de tous les experts d'éthique, si tant est ce terme puisse être est-ce qu'on peut être des experts en éthique? Je ne pense pas, mais en tout cas tous les éthiciens, tous ceux qui se réclament de l'éthique n'ont pas la même vision de ce qu'est l'éthique. Alors tout d'abord, ce que l'éthique n'est pas, hein, et ça c'est malheureusement aussi ce que parfois on a tendance à penser. Ça c'est un philosophe américain, Thomas Nagel, qui dit: on ne veut pas recommander l'éthique comme une procédure de décision, mais comme une ressource essentielle pour prendre une décision, tout comme le sont la physique, l'économie, la démographie. Quand on doit prendre une décision, eh bien, on a une ressource, c'est l'éthique, mais l'éthique ne donne pas de procédure. On ne va pas demander à l'éthique de nous dire ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Hein, ça, c'est une première... Alors, après, qu'est-ce que c'est, hein? Alors, qu'est-ce que l'éthique? Alors, là, je vais être un peu rapide et puis un peu en vrac, hein, mais donc, tout d'abord, l'éthique concerne, de façon très générale, l'intervention du bien. Hein. Qu'est-ce que le bien? Bon. Alors maintenant, au-delà de ce qui est purement technique, c'est-à-dire que pourquoi la médecine a cette dimension éthique fondamentale? Parce que le bien du patient, voire le bien d'un groupe de patients, de la société, ne dépend pas d'éléments purement techniques. On ne peut pas le déterminer de façon purement technique. La science médicale est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Donc il y a une dimension additionnelle qui est, comme je l'ai dit, consubstantielle à la pratique médicale, et donc l'éthique s'insère dans cette interface. Et ça, c'est d'autant plus vrai que la médecine devient plus complexe et que son pouvoir est accru. Aujourd'hui, il est très courant, et là encore, je vais faire des exemples d'éthique clinique, et on en verra un sur l'assistance médicale à la procréation. Eh bien, on a des moyens, hein, mais il faut décider entre ces moyens. Ces moyens sont éventuellement équivalents ou comment dire, tous les deux possibles, hein, et donc il s'agit de voir où est vraiment le bien. Alors, l'éthique ne concerne pas que les limites, hein, mais concerne les raisons positives d'entreprendre quelque chose. Ça, c'est vraiment très important parce que la Vulgate, c'est la science avance et l'éthique est là pour mettre des limites, pour dire ça, il ne faut pas faire. Et c'est vrai que là, quand on parle encore des techniques de l'édition du génome, des embryons synthétiques, tout de suite, on dit, bon, ben, on a cette image, hein, des savants enthousiastes et des éthiciens qui disent, attention, là, il faut arrêter. L'éthique peut aussi être pour dire, oui, il faut le faire et c'est bien comme ça. Donc l'éthique, elle va dans les deux sens, on peut dire, c'est ça, le débat éthique, il est là, où est le bien? Et ça ne dire qu'on fait appel à l'éthique, ce n'est pas court-circuiter le débat. Hein. Par exemple, on sait que les Anglais ont une vision en général, hein, très différente, une tradition plus utilitariste, du point de vue éthique, une vision beaucoup plus progressiste, on peut dire, et ils mettent, comment dire, ils mettent peu de limites. Par exemple, on peut fabriquer, on peut faire de la recherche sur l'embryon, même avec du clonage thérapeutique, jusqu'à 14 jours sur des embryons. Hein. Donc c'est et eux, ils considèrent que c'est bien, et ils l'ont fait pour des raisons éthiques. Hein. La raison éthique étant que c'est la seule façon de comment dire, avancer dans des recherches qui peuvent bénéficier de toutes les catégories de malades. Hein. Donc l'éthique n'est pas seulement du côté de ceux qui disent il ne faut pas faire. Hein. C'est aussi du côté de ceux qui disent il faut faire, et c'est bien comme ça. Et donc il y a un débat. Hein. L'éthique est du côté du débat. Alors, une autre préjugé, c'est de dire qu'il y a des experts d'éthique. On peut dire, tout le monde peut dire l'éthique. Alors, je n'ai pas... L'éthique appartient, en théorie, à tout le monde. Dans la mesure où, et là je ne vais pas développer, mais la discussion éthique, les principes éthiques, les règles morales et tout ça se fondent. Et ça a été montré aussi par des études de psychologie évolutionnaire, de psychologie cognitive. Nous avons tous des embryons de raisonnement éthique, ou de concepts de valeurs éthiques, de possibilités de discuter l'éthique,
nous ne le faisons pas forcément, mais d'ailleurs nous le faisons dans notre vie quotidienne, ce qu'il faut dire au grand-père, que le petit enfant a eu tel accident, etc. Et c'est bien, on s'interroge dans la vie quotidienne sur ce qu'il est bien de faire tout le temps. Donc nous avons une capacité de raisonnement tous. Et d'ailleurs, ça quand je viendrai à mon activité d'éthique clinique, de conseil, de consultation, ce qui est frappant quand on va interviewer, parce que c'est ce que nous faisons sur le terrain, nous allons voir toutes les parties en cause en leur demandant quelle est leur position et pourquoi, quelles sont leurs raisons pour faire ou ne pas faire. Eh bien, on est surpris du fait que des personnes face à une décision difficile, très souvent difficile, eh bien, ils déploient un argumentaire exceptionnel. Enfin, du point de vue pour un philosophe, c'est assez frappant. Hein. Donc, c'est vrai que ces situations, souvent dramatiques, tendues, etc., font que, en quelque sorte, obligent les gens à déployer cet argumentaire, mais tout le monde l'a en soi. Donc, il n'y a pas d'expert en éthique. Il y a des gens qui sont peut-être plus, qui ont exercé davantage, on peut dire. Alors aussi, l'éthique est un outil heuristique. Donc, trouver la bonne solution ou la moins mauvaise, alors j'ai mis parce que souvent dans les cas tragiques que nous voyons sur le terrain, en tout cas les cas qui arrivent jusqu'à nous, c'est parfois hélas la moins mauvaise, hein, mais c'est pour trouver quelque chose. Hein. L'éthique est un instrument et ce n'est pas une fin. Ça, c'est une autre, comment dire, c'est dans la même idée, hein, mais ce n'est pas comment faire le bien, étant donné que ce bien est présupposé, mais comment trouver le bien. Hein. Quel est le bien, comment le trouver. Donc c'est l'approche heuristique. Et souvent là aussi, vous allez voir sur le terrain, surtout les praticiens d'ailleurs, c'est... comment dire, alors, c'est comment est-ce que je vais être plus gentil, plus bienveillant, comment je vais pouvoir, mettre en œuvre un bien. Hein. Le bien étant présupposé, c'est-à-dire il faut être justement gentil, bienfaisant, juste, etc. Mais, alors, évidemment, les deux choses sont complémentaires. Hein, je ne vais pas me substituer, c'est très important, mais il est important aussi de voir l'éthique en amont, hein, comme un instrument pour déjà dire où est le bien plutôt que seulement dire comment on va l'implémenter. Hein. Donc ça c'est aussi important. Alors souvent, hein, et c'est ça qui est compliqué à l'éthique, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule position. Hein. Les êtres humains sont sujets à des exigences morales de toutes sortes. Hein. Ce sont des créatures complexes qui voient les choses de façon différente. Et donc des perspectives différentes. Donc c'est ça finalement et il n'y a pas, hein, il y a un pluralisme moral fondamental. Il n'y a pas de vision. Personne ne peut nous dire quelque part, une autorité suprême peut nous dire où est la bonne solution. Il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir discuter surtout, hein, discuter et puis trouver un équilibre. Cet équilibre, ce consensus est ensuite inscrit effectivement à un instant T dans des règles de droit éventuellement, hein, pas toujours d'ailleurs, certains disent qu'il ne faut pas trop légiférer, etc. Donc il y a là aussi des controverses. Alors là, c'est une diapo très générale, mais parce que ça me sert après pour discuter de mon cas et d'arriver au point que je veux faire passer. Là, nous avons notre décision éthique. Alors, cette décision éthique, j'ai mis ça éthique parce qu'encore une fois, il y a une composante scientifique, la décision éthique, c'est qu'est-ce qu'il est bien de faire, qu'est-ce qu'il est bien d'autoriser. Alors, ça peut être une décision singulière, hein, est-ce qu'il faut donner accès à cette femme à l'assistance médicale à procréation, je vais vous dire, même si on est à l'intérieur du cadre légal, il y a toujours des questions qui se posent, ou bien ça peut être une décision sociétale, faut-il, pour rester dans l'assistance médicale à la procréation, ouvrir l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules, par exemple. C'est une question qui se pose aux couples homosexuels du moment où on a maintenant une loi sur le mariage pour tous. Hein. Les juristes me disent qu'on est un peu à porte-à-faux par rapport au texte européen notamment. Donc voilà, c'est une question qui peut se poser aussi éthique. Hein. Donc on est face à une décision à prendre avec effectivement en présence des opinions différentes. Hein.
Alors, sur la ligne horizontale, j'ai mis les données scientifiques et le consensus social. Donc les données scientifiques, évidemment, et celle-là, elle n'arrête pas d'évoluer, c'est pour ça que le droit de la bioéthique n'arrête pas d'évoluer, puisque les données scientifiques évoluent. Et de l'autre côté, j'ai mis le consensus social, parce que tout ce débat sociétal, qu'il soit donc pour des décisions sociétales ou pour des décisions singulières, a lieu dans un contexte. Et ce contexte est alimenté par les médias d'ailleurs, par les débats comme experts, on peut dire, comme celui-ci, les conférences, les avis du comité consultatif national, etc. Donc ce consensus social est un élément extrêmement important parce qu'il va peser sur la décision, qu'elle soit singulière ou qu'elle soit sociétale. Et après, en amont et en aval, en amont, il y a la discussion philosophique, on peut dire, théorique. Il y a toutes les normes, les valeurs, les théories éthiques sont discutées, approfondies. Là aussi, il y a des philosophes qui sont plutôt utilitaristes, donc qui sont pour une morale déontologique. Qu'est-ce que c'est une discussion conceptuelle, que signifie la dignité, par exemple, des grands concepts moraux, la liberté, etc. Et toute cette discussion est quand même importante aussi parce que ça fait, à un moment donné, avancer le débat. Et en aval, on a le droit, alors après je parle devant des juristes, donc je ne suis pas moi-même, mais on a les codes de déontologie professionnelle, sur le niveau réglementaire, qui est important pour réglementer la pratique au plus près de la pratique, les lois, les décisions de justice, la jurisprudence, c'est extrêmement important. Vous aurez entendu parler du cas Lambert, par exemple, du cas Marois, très récent, néonate. Donc ça, c'est plutôt en ce qui concerne les situations de fin de vie, mais aussi dans l'assistance médicale à la procréation, des décisions de justice sur des situations de gestation pour autrui, de procréation post-mortem, etc. Donc ce sont des décisions qui pèsent quelque part sur le débat et sur les décisions ultérieures. Et puis les déclarations et les conventions internationales qui ont un rôle régulatif, on dirait en philosophie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement opposables, mais établissent des valeurs, des points de repère généraux que les lois nationales doivent, en quelque sorte, devraient respecter. Alors, donc, c'est là que je voulais dire quelque chose sur le rapport entre la loi et l'éthique, parce que même sur le terrain, quand nous allons sur le terrain pour discuter de situations particulières, souvent les praticiens, aussi pressés qu'ils sont, ils disent voilà, alors qu'est-ce qui nous dit là la loi? Dites-nous ce qu'il faut faire. Dites-moi, il faut faire A, il faut faire B. Alors là, on s'aperçoit parfois que les juristes nous avons des juristes de notre sorte, ils n'ont pas la même opinion, et je vous donnerai peut-être un exemple concret, très récent, d'un cas. Donc la loi encadre les pratiques, mais elle doit être sans cesse interprétée. Il y a une... Et donc, alors, corrigez-moi si, en tout cas, je vous donnerai un exemple très récent. C'est une jeune femme qui avait fait un arrêt cardiaque sur la voie publique. Ça en était sorti indemne, ce qui constitue 6% des cas. C'est pas parce qu'elle avait fait son arrêt cardiaque devant la caserne des pompiers. Et donc, elle est réanimée. En réanimation, on lui dit on vous pose un défibrillateur implantable, c'est-à-dire quelque chose qui déclenche un choc dès qu'il y a un autre arrêt cardiaque, puisqu'elle a un gros risque de refaire un arrêt cardiaque. Donc, elle donne son consentement, évidemment, en se réveillant après cet événement en réanimation. Et 2 ans après, elle va voir le même service, elle se présente et dit « Moi, je veux le retirer. Parce que ça m'empêche de vivre, j'accepte le risque, je sais que... » Alors là, c'est un peu la panique. Les médecins disent c'est faire quelque chose qui va à l'encontre de notre intégrité médicale et d'ailleurs des bonnes pratiques. D'ailleurs, nous sommes peut-être, fragiles du point de vue juridique. Si elle a un arrêt cardiaque, elle meurt et que sa famille porte plainte, on a agi contre des bonnes pratiques médicales. Non seulement ça, mais on a fait courir à cette femme un risque anesthésique du fait qu'il faut lui retirer etc., pour lui faire courir un risque après.
Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement... Alors il y a la dimension éthique, mais la dimension du droit, c'est, nous on n'est pas protégés, on ne peut pas faire, on n'est pas dans notre droit en quelque sorte. Donc nos juristes, oui, nos juristes ont dit oui, c'est vrai, c'est comme ça. Et bien le juriste qu'on a après interrogé de la PHP a dit non, non, pas du tout. On peut interpréter ce geste comme un refus de soi, même si ce n'est pas un refus puisqu'on demande une action. Hein. Eh bien, donc vous voyez, ils n'étaient pas d'accord, c'est intéressant. Les lois sont idéalement votées suite à des discussions éthiques et des débats de société, hein, c'est clair. Donc il y a d'abord une discussion éthique et après une transcription dans le droit. Et justement, il y a une évolution hein, de la loi qui reflète tout ça. Mais il est vrai aussi que ce qui est permis par le droit influence les comportements individuels. Ça, c'est clair que du moment où une nouvelle pratique est réglementée, est autorisée et selon certaines modalités, eh bien, elle va créer de nouvelles situations. Donc, de nouvelles questions éthiques. Donc, il y a là un aller-retour. Alors, bon, peut-être je laisse cette diapo sur comment on agit hein, au centre des techniques, comment on fait des consultations. Et pour vous dire simplement que nous allons toujours rencontrer toutes les personnes concernées, et vous allez le voir ici, pour voir quelles sont leurs raisons, quelle est leur vision du bien, quelles sont leurs raisons. Alors là, je voulais vous parler d'un cas, hein, une femme de 35 ans qui a une maladie génétique autosomique dominante. J'ai fait ça parce que, voilà, on est un peu dans la science aussi, hein, avec un risque donc, de transmission de 50%. Elle provoque une quasi-cécité, des douleurs importantes et la nécessité de subir plusieurs traitements chirurgicaux, donc une maladie lourde. Hein, elle demande une assistance médicale à la procréation parce qu'elle est par ailleurs stérile. Hein, dans le cadre de la loi, c'est-à-dire qu'elle rentre tout à fait dans le cadre de la loi et les conditions hein, pour avoir accès aujourd'hui, c'est d'être un couple de l'homme et d'une femme, un âge de procréer, avec une stérilité pathologique, vivant. Hein, donc elle correspond à tout ça. Mais elle déclare qu'en cas de grossesse, elle ne se soumettra pas au diagnostic prénatal, auquel elle aurait droit par ailleurs parce qu'elle est à risque de transmission d'une maladie grave, pour vérifier si l'enfant est atteint et éventuellement procéder à une interruption médicale de grossesse. Elle dit de toute façon, je ne ferai pas tout ça. Elle fait valoir qu'elle vit très bien avec la maladie, que le fait d'être atteinte elle-même l'aidera à prendre en charge l'enfant et se sentir proche de lui. Mais les médecins sont inquiets quant à l'intérêt de l'enfant. Peut-on accéder à sa demande avec quels arguments? Vous voyez, c'est un cas éthique. Elle rentre dans le cadre de la loi. On ne peut pas prendre simplement le code de santé publique pour répondre à cette question. Mais il y a... Alors, la loi... Alors, je vais être vite. Hein. Alors, c'est juste la dernière phrase qui m'intéresse. Là, ce sont... Donc, le médecin doit s'assurer que les conditions principales sont remplies. Je les ai déjà dit, elles correspondaient à ça. Mais... l'assistance ne peut être mise en œuvre si, et ça c'est la dernière phrase, le praticien estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire au demandeur dans l'intérêt de l'enfant à naître. Donc, les équipes ont effectivement la faculté de surseoir à la décision, de dire non, en gros, hein, s'ils estiment que l'intérêt de l'enfant est en jeu. Alors, c'est là que... il y a cet aller-retour, si vous voulez, entre ça c'est un cas concret, hein, mais ce qui soulève toutes sortes de questions de société. Ça va être, en fait, parce qu'on va dire la dernière réponse. Donc, qui décide de l'intérêt de l'enfant? Est-ce que l'évolution de la famille dans la société doit jouer un rôle dans cette définition? Je le dis parce que le droit anglais, la loi anglaise a évolué en 2010 de façon assez importante, puisqu'ils avaient la même clause, et ils se sont, eux, interrogés sur notamment parce que dans leur loi était écrit aussi que dans l'intérêt de l'enfant, c'était d'avoir un père et une mère. Et puisque par ailleurs, ils avaient ouvert l'assistance médicale à la procréation aux couples du même sexe, ils disaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça a été un gros débat national, plus un débat au Parlement. Et finalement, ils ont abouti à reformuler cette idée au lieu de dire les enfants ont besoin d'un père et d'une mère, ont besoin d'un environnement familial favorable. Et que les médecins, d'ailleurs, ils sont plus stricts que nous, hein, ils vérifient. Hein, donc, à la fois, voilà, à quoi
enfant a-t-il droit, alors on en parle aussi pour toutes sortes d'autres choses, cet enfant a-t-il droit à quelque chose alors que là, on le fait naître avec éventuellement une pathologie très grave, hein, du fait, évidemment, quand on parle de droit, on dit conflit de droit potentiellement, parce que cette femme, elle peut dire aussi j'ai droit à l'assistance médicale à la procréation, et d'ailleurs c'est ce qu'elle disait, hein, sinon ce sera une forme de discrimination. L'eugénisme, parce que là c'est intéressant, c'est un débat sociétal, celui de l'eugénisme, que soulèvent souvent hein, les techniques médicales, mais là c'est intéressant parce que c'est un peu à l'envers. On pourrait se dire que là, est-ce que les médecins veulent faire de l'eugénisme? Finalement, les médecins voulaient la convaincre de faire un diagnostic prénatal et éventuellement une IMG avec le souci hein, de l'intérêt de l'enfant. Et quelles doivent être les limites hein, du droit à l'accès au droit d'accès à l'assistance médicale à la procréation? Y a-t-il des limites? Ou bien la décision revient-elle seulement au couple, voire à la femme hein? Que dire de la discrimination vis-à-vis du handicap? Et quelle responsabilité pour les praticiens, excusez-moi mon cas S, et quelle vision de leur métier hein? Les praticiens le disent souvent, hein, on n'est pas... ils sont très contre cette idée du prestataire de service, hein, ils veulent y mettre un peu d'âme dans ce qu'ils font, et donc c'est très important pour eux de s'approprier hein, de ce qu'ils font, hein, de le faire avec un certain sens, hein, quelque chose qui est fait un sens pour eux. Donc voilà comment, si vous voulez, j'ai vu avant comment les débats sociétaux influent indirectement sur les décisions particulières, puisque par le débat sociétal, la transcription éventuelle dans le droit qui crée de nouvelles situations et qui, quand même, réglemente en gros les pratiques, mais aussi l'autre côté, qu'on voit peut-être moins, comment la discussion de cas particuliers va permettre une discussion hein, ou une mise en discussion va permettre un débat sociétal qui, lui, va indirectement faire évoluer donner la réglementation, voire la législation. Alors, maintenant, la question que je veux vous poser, que je me pose moi-même, je n'ai pas de... Est-ce qu'on peut faire vraiment de l'éthique de façon purement préventive avant que des cas réels se posent? Et ça, c'est parce que... voilà, et ça, c'est tout ce qui n'existe pas encore dans la pratique concrète, donc l'édition du génome, les embryons synthétiques, etc. Est-ce que vraiment on peut faire de l'éthique jusqu'au bout si on n'a pas des situations pourquoi moi, c'est la question que je me pose, hein, parce que les techniques créent des situations et des questions inédites. Hein, et qu'on peut difficilement anticiper. Donc, puisque la discussion éthique, pour être pertinente, hein, doit se fonder sur les raisons hein, des uns et des autres pour faire ou ne pas faire, moi, ma question, c'est quelle est la légitimité, finalement, de faire de l'éthique, du moins, purement préventive. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Hein. Okay. Je pose la question pertinente parce que l'axe s'appelle santé de demain, donc il faut aussi penser l'éthique préventive éventuellement ou l'éthique de demain. Alors, on a la chance d'avoir dans l'assistance des spécialistes reconnus des questions éthiques, après des spécialistes d'autres disciplines. Donc, on peut ouvrir les débats. On a 10 minutes. Donc, les personnes qui souhaitent intervenir, mais Sandra, peut-être tu vas modérer, je te laisse la parole. Non, je crois que c'est le moment de faire les connexions avec les différents travaux. D'ailleurs, si quelqu'un peut se présenter, quoi, si vous avez une question, comme ça moi je saurais aussi, je vous reconnaîtrai. Jacques Bitoun, tout le monde connaît, mais ancien président de PSUD. Juriste? Non, médecin. Médecin, d'accord. Oui, je crois que
la question serait peut-on la faire bien, parce que quand La on question voit l'éthique, peut-on faire bien de l'éthique préventive, mais il me semble que quand on se lance dans une nouvelle technique, on doit se poser la question quelles vont être les conséquences. Donc, de toute façon, à ce moment-là, on va consulter un comité éthique qui doit faire de l'éthique préventive. Il doit faire de l'éthique préventive quand il doit déboucher sur ce qu'on doit faire ou on ne doit pas faire. Par contre, anticiper tous les cas possibles et imaginables, ça, je crois que c'est le problème du droit aussi, c'est tout à fait impossible aussi. Donc elle doit être complétée par une éthique postérieure. Mais j'aurais voulu préciser la question, peut-on faire d'éthique préventive? Parce qu'à ce moment-là, vous enlevez une bonne partie des rôles des comités d'éthique. Oui, mais les comités d'éthique s'interrogent aussi sur des pratiques déjà existantes. La plupart des avis, c'est ça, toute une partie, c'est sûr. Peut-être que, comment dire, c'est pas pour ne pas en faire du tout, mais peut-être en étant conscient, peut-être en le faisant du fait que, comment dire, que ce n'est pas tout, quoi, qu'il y a quand même toute une... et que les enjeux vont peut-être changer quand certaines pratiques sont appliquées. Certainement, il y a un rôle aussi pour cela, mais parce que peut-être c'est un peu pour contrebalancer l'idée que finalement c'est ça l'éthique, l'éthique préventive, pour mettre des freins un peu partout et aussi pour dire, c'est pas une fois qu'on a fait notre discussion éthique et on a dit bon, que sais-je, l'édition du génome, bon d'accord dans tel cas et pas dans tel autre, c'est bon, et on a réglementé, etc. Le débat éthique n'est pas terminé. C'est ça aussi que je voulais, parce que cette décision va créer de nouvelles situations qui posent des questions. Voilà, c'était un peu pour contrebalancer cette idée. Et parce que moi aussi, j'ai un peu de mal, enfin, je ne fais pas de l'éthique dans les comités d'éthique, au comité consultatif national. Je me dis que j'aurais un peu de mal, parce que là, on a vraiment des écoles de pensée. Les utilitaristes ont des principes, parce que du coup, dans cette éthique préventive, on est vraiment dans des positions de fond, de principe, dans des positions de principe qui, forcément, puisqu'on ne peut pas tout anticiper, et c'est très difficile finalement de trouver un accord, sinon un compromis. Donc la discussion éthique devient très, très idéologique finalement. Oui. Emmanuel, est-ce que tu souhaites intervenir sur la question de l'éthique préventive? Est-ce que tu as un point de vue? Le partage est très clair. On n'a pas le même approche par rapport aux questions d'éthique, et je me retrouve dans toute la présentation que vous avez faite. Uniquement, si l'éthique n'est pas en capacité d'anticiper des situations, même d'un point de vue théorique, je ne vois pas à quoi sert l'éthique. Et là, on a une distinction, non pas théorique, mais pratique avec son approche. C'est que nous, on considère que ce sont les professionnels qui doivent prendre les décisions et pas les éthiciens. Et donc, c'est l'éclairage de la société à travers des débats. Donc, par rapport aux évolutions biomédicales actuelles, je ne suis pas certain que dans les années qui viennent, l'éthique est véritablement rendez-vous avec l'histoire. Et véritablement, j'ai pas entendu. On est à la fin de l'éthique, c'est-à-dire on sent qu'on est dans une phase palliative, et comme il y a une... Politique. Mais c'est une évidence. Donc on est la dernière génération, j'imagine, à poser ces questions. Les vraies questions, quand nous on aborde les questions d'éthique, c'est les questions de la démocratie. Et je ne vois pas aujourd'hui comment, avec les dérégulations, y compris dans le domaine de la biomédecine, il n'y a aucune régulation au niveau international. Il y a des textes qui n'ont aucune effectivité. Alors nous, en France, on a des boîtes bioéthiques, on a des repères. C'est pour ça que j'ai trouvé votre approche tout à fait juste, dans l'esprit critique que vous avez. La démarche d'éthique clinique, elle est très utile aujourd'hui à des professionnels qui sont confrontés à des dilemmes. Nous, on a l'impression de toute façon qu'il y aura de plus en plus de dilemmes. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de grand espoir à investir dans l'éthique. Il faudrait davantage investir dans le politique. Alors, quand on voit ce que le politique est en termes d'éthique, on comprend qu'il faut fermer la case éthique aujourd'hui, la mettre en parenthèse. Voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas désespéré. Non, parce que tu me posais la question, tu me disais est-ce que j'ai à intervenir? Non, je n'ai pas à intervenir parce que je trouve que le propos a été très très bien présenté. Et oui, je dis qu'il n'y a plus de place à l'éthique demain
par rapport aux pratiques qui d'ailleurs érigent leurs propres règles. Et puis je terminerai pour dire qu'un des vrais débats aujourd'hui qui n'a pas du tout été évoqué, c'est pas uniquement la question de l'éthique en termes de prédictivité sur les questions ne serait-ce que de biomédecine, mais pour moi c'est le transhumanisme, c'est-à-dire toute cette culture qui commence à imprégner au nom d'intérêts qui sont des intérêts financiers importants, toute la culture des GAFA, toute la remise en cause de la confidentialité, bref, toutes les bases de l'éthique biomédicale qui sont des bases inspirées du Code de Nuremberg, 47 après la Shoah. J'ai l'impression qu'une certaine forme, j'allais dire, de remise en cause de nos valeurs fondamentales est en train d'intervenir d'une manière totalement consentante. Voilà, je referme ma parenthèse. Je voulais rebondir là-dessus. Éric Foissier, moi je suis professeur à la faculté de pharmacie, mais professeur de droit à la faculté de pharmacie, de droit pharmaceutique. Est-ce que cette évolution-là, elle est pas liée au fait que petit à petit, l'éthique, notamment dans le domaine médical, est-ce que le débat éthique et l'éthique ne se détachent pas en fait de la morale et c'est centralisé uniquement sur le débat sociétal? C'est-à-dire, moi ma question c'est, est-ce qu'il peut y avoir une éthique sans morale? Et en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle éthique dans le domaine médical, c'est finalement, et d'ailleurs c'est ce que vous avez un peu introduit en disant que finalement l'éthique, c'était sans arrêt un aller-retour entre décisions singulières et débat sociétal. Est-ce que le seul guide de la décision individuelle, singulière, ça doit être le débat sociétal, ou est-ce que justement l'éthique doit être attachée à la morale, et j'entends morale au sens d'un impératif catégorique comme l'entendait Kant? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des règles morales sur lesquelles on ne peut pas transiger. Et moi, il me semble que l'affaiblissement de l'éthique, et notamment de l'éthique en amont, réflexive, hein, comme dont tu parlais, c'est peut-être ce recul un peu, c'est-à-dire que l'éthique, la réflexion éthique aujourd'hui, c'est beaucoup plus focalisé sur les débats sociétaux, en oubliant la morale. Or, moi, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, vous pouvez avoir une décision qui sera éthiquement fondée parce qu'elle fera un consensus et à un moment donné sera acceptée par la société, elle sera éthiquement fondée, elle pourra même être juridiquement fondée également parce que la loi l'aura consacrée, et pourtant elle peut être tout à fait contraire à la morale. Si on considère que la morale se rattache à un impératif catégorique, voilà, selon une approche kantienne. Alors sur une partie, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire la morale dans le sens de la conscience individuelle. Et je pense que la conscience, notamment c'est les praticiens, ceux qui font les gestes, est extrêmement important. La prise en compte de ça, je pense que je me suis intéressée, je m'intéresse à la notion d'intégrité médicale aussi. Quel est le contenu de cette intégrité médicale qui, encore une fois, évolue, hein, on ne pratique pas la médecine, mais qui est très important. Il est très important de la cultiver. Hein, donc ça, dans ce point de vue, la conscience me paraît quelque chose d'extrêmement important, ainsi que des clients hein, de la médecine, des patients et de leurs proches, donc ça me paraît important. Mais, comment dire, le passage ultérieur que vous faites, identifier la morale nécessairement à la morale déontologique de Kant, là je pense que, justement, j'ai présenté une position plus de pluralisme moral, c'est-à-dire que les individus, ainsi que les médecins, que ce soit les médecins, les proches, les patients, etc., ont des principes moraux individuels assez différents. Ils ne sont pas tous kantiens. Et d'ailleurs, voilà, et donc les argumentations, et ça, c'est comme ça, je veux dire, on n'est pas. Et d'ailleurs, c'est en partie le problème. Il est vrai que la philosophie kantienne a été un peu le soubassement, notamment de la loi de la bioéthique, de la réflexion éthique en France. Et par contre, la réflexion de l'utilitarisme a été à la base, hein, et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur hein, sur d'autres pays, mais avec la mondialisation aussi, tout ça, on est dans un cadre où ces référents absolus du point de vue de la morale sont un peu plus fluides. Hein. Voilà. Qui voulait faire une observation très rapide, parce qu'après il faut enchaîner. En moins d'une minute, dans les projets, Armelle Rénaud, donc directrice adjointe de la recherche de Paris Cité, il y a deux points, l'arrivée du futur hôpital en 2024 ou 2026, avec la mise en place d'un Fab Lab et de différentes structures pour rapprocher la recherche des patients. Et du coup, moi j'ai des questions sur le lien avec les objets connectés, les choses qu'on peut y faire. Pas très clair sur ce que ça représente pour les patients. Ça veut dire y compris leur mettre des bracelets pour les localiser dans l'hôpital, mais il y a plein de choses qui sont en cours de réflexion. Et
d'ailleurs les départements de recherche doivent participer à cette réflexion. Et le deuxième point, c'est le plan de médecine génomique 2025 qui prévoit de séquencer le génome de milliers de personnes. Moi, je voulais savoir si on pouvait y réfléchir et anticiper aux problématiques qui pourraient sortir de ce type d'analyse à grande échelle. Parce que nous, on a des interrogations sur certaines choses qui seraient pas très jolies à faire avec ces données. J'ai pas l'impression que ça... Alors, c'est juste une observation par rapport à ce que tu dis. Si on réfléchit aujourd'hui à l'axe 4, je pense que notre éthique d'hier, qui a été très bien présentée dans son intervention par Martin, n'a plus rien à voir avec la réalité des big data, avec la réalité de la génomique. C'est-à-dire, je pense que, vous l'avez mis dans le document de préparation, je pense que c'est plus de la prospective, c'est la réalité. L'éthique du soin, la loi du 4 mars 2002, c'est bien, ça fait plaisir, mais les enjeux, ils sont à un autre niveau. Et puis c'est comment, effectivement, les gens s'approprient, au-delà des médecins, tout un ensemble de capacités d'empowerment, de pouvoir sur leur propre destin. Là, c'est les vraies questions. Et je termine pour dire, les vraies questions de demain de l'éthique, c'est pas les questions d'hier sur la bienveillance, enfin des questions qui sont complètement dépassées, ou sur le secret qui est complètement contesté. C'est en termes de justice, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire dans notre démocratie de ces nouvelles données, ne serait-ce qu'en matière de big data qui vont atteindre à l'intégrité de la personne, à ses droits, à l'assurance, bref. Je pense que c'est une dimension, c'est pour ça que, puisqu'on est santé et sciences de l'homme, c'est pour ça que dans la proposition, on avait dit, insistons quand même sur la dimension politique. Alors moi, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec Emmanuel. Aide à la décision pour les pouvoirs publics et les... Oui. C'est-à-dire qu'il est vrai que, mais d'ailleurs le principe de justice, c'est un principe éthique aussi. Hein. Et donc, mais simplement, il concerne le vivre ensemble, la collectivité, les relations entre les uns et les autres. Et je pense que c'est effectivement un axe qui va être peut-être plus important qu'autrefois. Mais ça reste une question éthique également, qui doit peut-être être discutée au niveau collectif, et pour qu'il n'y ait pas effectivement une certaine notion d'égalité puisse survivre à des questions d'amélioration. Et donc, toutes ces questions de génome, d'analyse, de séquençage du génome entier, elles se posent déjà dans la clinique. Dans la clinique, pour nous, on a des... Pour l'instant, on ne le fait pas, par exemple, pour les bébés, mais voilà. Merci beaucoup, Martha, pour cette présentation très claire.